toutes ces questions doivent se régler autour d'un contrat de travail. Le contrat de travail est très important pour ceux qui s'identifient, je dirais même de la droite, parce que même le patron en a besoin, il a besoin d'un papier. Mais simplement à la seule différence que ceux de la gauche exigent à ce que ce contrat de travail soit fait d'une manière claire, décente, d'une manière à répondre, si pas à assurer une couverture de vie aux travailleurs. Et tout cela doit être réglé par une loi. Le pays doit avoir une loi qui doit superviser évidemment la relation entre patron et travailleur, employé-employeur. Je crois que ce sont des grandes lignes que je suis en train de donner sans pour autant aller dans les détails pour prôner justement ces valeurs de la gauche dont nous revendiquons et de quelle manière nous autres, nous sommes en train de voir la gauche. Hormis cette relation patron-travailleur, de quelle manière cela doit être fait et quel est le rôle que l'État doit jouer justement pour assurer cet équilibre social. Mais il y a aussi un autre type de relation que nous ne devons pas négliger. Il s'agit bel et bien de la relation entre, d'une part, l'État et les patronats. Quand on parlera de l'État et des patronats, évidemment, chacun de son côté a des responsabilités, a des devoirs, a aussi des droits. Un État dit de la gauche, un gouvernement dit de la gauche, se donne comme mission non de mettre à dos les patronats, non de déséquilibrer les patronats, non de fustiger les patronats, non de marginaliser les patronats, mais plutôt doit avoir une mission, outre ce que je vais citer après, c'est-à-dire la défense, veiller à l'équilibre social, mais doit aussi garantir certaines choses au patronat afin de les encourager à se lancer. Parce que on ne peut pas parler équilibre social si, évidemment, de l'autre côté, il n'y a pas des entrées qui doivent assurer justement cet équilibre social. Parmi les choses que l'État se doit de garantir et d'assumer au patron, il y a plusieurs faits. À cela, nous pouvons citer, par exemple, la sécurité. La sécurité doit être assurée parce qu'aucun entrepreneur ne souhaiterait prendre les risques d'investir dans un terrain où la sécurité règne. Il faut garantir la sécurité. Bien sûr, une autre question pourrait se poser, mais comment y garantir? Là, il y a aussi un autre problème qu'on peut toucher comme ça là en l'air, le respect de la loi, le bon traitement des agents de sécurité, une bonne politique sécuritaire basée sur le dialogue, basée sur la prévention et la répression. Entre-temps, il y a les dialogues, et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'éléments, si vous lisez dans les plans Augustin, dont j'en avais parlé, une bonne justice, ainsi de suite, une bonne politique aussi judiciaire. Ce n'est pas seulement remplir les gens dans les institutions carcérales, mais plutôt s'assumer que, disons, ceux qui sont arrêtés ou mis dans ces institutions deviennent utiles, redeviennent utiles, c'est-à-dire ça passe par, ça doit être des institutions de rééducation pour finalement la réinsertion dans la société. C'est un autre débat qu'on pourra peut-être développer plus tard. Donc l'État se doit de garantir la sécurité, se doit de garantir la stabilité macroéconomique parce que le pilotage des indices macroéconomiques et de la scène, si vous voulez, politique ou économique, à quelque part, qu'on le veuille ou pas, c'est l'État qui est en train de superviser tout ça. Et il se doit bien sûr de garantir, et là nous ne les cachons pas, selon les chiffres, je dis bien selon les chiffres que nous avons actuellement de la RDC, les chiffres ils semblent sont bons, mais la réalité n'est pas bonne. Je ferme la parenthèse. L'État a le devoir d'assurer aussi la justice. Il faut qu'il y ait une bonne justice dont j'ai fait allusion tout à l'heure, qu'il n'y ait pas injustice, qu'on ne puisse pas marginaliser ou décourager les entrepreneurs ou les initiatives privées, mais plutôt que ces initiatives se passent en bonne et due forme, au respect de la loi et pour le bonheur de tous. Il y a la politique aussi d'encourager les PME en offrant par exemple de bonnes, je dirais, environnements fiscaux
aux entreprises, c'est un moyen aussi d'encourager l'investissement, donner des moyens, faciliter aussi, si vous voulez, la création des entreprises, ainsi de suite, pourquoi pas soutenir la recherche dans ce sens-là. Donc, j'ai pris juste quelques éléments comme ça là, pour, évidemment, faire voir, faire monter, faire flotter cet esprit de la gauche, cet esprit socialiste. Et du côté patronat, les patronats, bien sûr, il doit aussi s'engager, il doit avoir le devoir à chaque contact avec l'État, à chaque partenariat, contrat de partenariat avec l'État, les patronats doivent s'engager à participer et à favoriser justement cet équilibre social. Et tout à l'heure, j'ai expliqué que la participation des entreprises, c'est surtout dans le traitement des ouvriers qui constitue le poids, la préoccupation, je dirais l'objectif, la charge, la mission du gouvernement, que le gouvernement doit s'assumer. Donc, dans la relation État-patronat, voilà ce qui doit se faire. Mais l'autre point, on pourra voir aussi, c'est la relation, je dirais, entre État et citoyen. Dans l'État et citoyen, toujours avec une identité de la gauche, du côté de l'État, il se doit être le défenseur des citoyens. Il se doit, le citoyen c'est tout le monde, hein? L'entrepreneur aussi c'est un citoyen, l'ouvrier aussi c'est un citoyen, les militaires c'est un citoyen, les soldats c'est un citoyen, l'enseignant c'est un citoyen. Je parle de la population prise comme unité. Je ne vois pas les catégories que celui-là est tel, il a telle fonction. Non, je les prends comme les citoyens, comme les patriotes, comme les gens vivant dans un même territoire. Donc l'État doit être le défenseur, il se doit plutôt être le défenseur de citoyens. Garantir la sécurité, garantir non seulement la sécurité sécuritaire, mais aussi la sécurité sociale, la sécurité, je dirais, sanitaire, la sécurité judiciaire, et tous ces genres de sécurité, les citoyens en ont besoin et l'État, c'est à l'État plutôt de s'assumer dans cette direction-là. Donc, d'où une bonne politique aussi, une mise en place de stratégies, par exemple, d'investissement de l'État dans le sens à venir créer aussi justement cet équilibre social dont nous faisons allusion. Je donne des exemples concrets. L'investissement de l'État pour soulager ou pour encourager ou pour faire vivre l'équilibre social dont j'ai fait allusion ici, je parlerai par exemple des logements. Tout à l'heure, quand je vous ai expliqué des partenariats qui doivent exister entre le patronat et l'ouvrier dans la construction des salaires, des barèmes de salaires, il y a pas mal d'éléments que j'ai cités qui doivent être pris en compte. Ce sont des éléments qui peuvent créer la pauvreté, tout comme qui peuvent donner des signaux d'un certain équilibre. Alors là, je reviens maintenant au niveau de l'État. L'État, dans un esprit socialiste, dans un esprit de la gauche, ce n'est pas se soustraire des investissements. Ça, c'est une fausse conception de l'État. L'État se doit aussi participer, être actif dans la création de la richesse. Et dans cette création-là, il faut dire que l'État, c'est vrai, de l'autre côté, se nourrit. Si je peux utiliser les termes, ou si vous voulez, l'État fait des recouvrements à des entrées. Les problèmes maintenant, où l'identité socialiste doit apparaître, c'est dans la redistribution. Alors, cette redistribution doit être faite en rapport avec justement les entrées que l'État est en train d'amasser. Et là, plutôt nous nous orientons vers des investissements comme des logements, plus de logements, et là, plus il y en aura, eh bien, la loi du marché va jouer, c'est la loi de l'offre et de la demande. La conséquence, vous savez, c'est le prix qui sera abordable. Ce n'est pas le prix qui sera en bas, mais c'est le prix qui sera abordable. Donc le coût de la vie sera parfaitement respecté.
non seulement le logement, mais il y a aussi la santé.